Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Christian Bolduc de BNP. Bonjour Christian. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Christian, tu es avocat de formation. Puis moi, je me demandais, un avocat peut faire plein de choses, comme un comptable peut faire plein de choses en vie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ton domaine? Bien, en fait, c'est sûr que comme on dit, comme le dit la maxime, le droit mène à tout. Alors, moi, évidemment, le droit, c'est une excellente formation qui nous donne une très bonne rigueur, qui nous donne aussi un bon portrait, finalement, de l'ensemble de la société, le fonctionnement de la société, lorsqu'on connaît, évidemment, tous les aspects légaux. Cependant, moi, j'ai toujours été passionné par l'implication sociale. Donc, j'étais impliqué dans différents organismes, dans ma communauté quand j'étais jeune. Déjà avant de penser à créer BNP, là. Absolument. Donc, OK. quand j'étais étudiant, j'étais président du conseil étudiant, j'ai été président de différentes organisations. Lorsque je suis devenu avocat, à l'époque, dans ma région natale, j'ai été président de la télé communautaire. J'ai fait plusieurs émissions de télé communautaire j'ai aidé, évidemment, aussi à relever financièrement la télé communautaire qui avait des difficultés à l'époque. Par la suite, j'ai été président de la Chambre de commerce. Je m'impliquais donc au niveau des groupements économiques régionaux. Après ça, j'ai été dans différentes organisations caritatives aussi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, en étant bénévole pour la Fondation Santé en Beauce, j'ai connu un consultant en philanthropie qui, à ce moment-là, m'a parlé de la possibilité de devenir consultant en philanthropie, compte tenu probablement qu'il estimait que j'avais des bonnes capacités en la matière. Donc, c'est comme ça, finalement, que je suis devenu consultant pour une firme pan-canadienne en 1995 à l'époque. Ouais. Je pense que je vais te demander de définir ton activité parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent vraiment le rôle d'une entreprise comme la tienne auprès des entreprises philanthropiques. Quel genre d'aide est-ce que tu amènes aux entreprises? En fait, c'est sûr que notre organisation s'est beaucoup développée en termes de services, évidemment. On est spécialisé donc dans le secteur à but non lucratif. Donc, nos clients, essentiellement, c'est divers organismes à but non lucratif. On les aide à différents niveaux. C'est un service conseil, donc que ce soit en matière de ressources humaines, que ce soit en matière légale, évidemment. Je me suis spécialisé, évidemment, pour les OBNL. Que ce soit en matière aussi d'organisation de structures pour la planification stratégique, pour des problématiques de gouvernance, que ce soit en matière aussi de relations gouvernementales. Donc, souvent, on a besoin aussi d'avoir la part du gouvernement pour bonifier notre financement, pour obtenir certaines autorisations. Donc, on les aide de ce côté-là, mais on les aide surtout sur le plan, évidemment, du financement, parce que les organismes, évidemment, ont besoin, évidemment, de réaliser leurs projets, ont besoin d'optimiser leur financement, d'améliorer leur financement pour jouer leur plein rôle et réaliser leur mission. Donc, c'est vraiment comme ça, finalement, qu'on a développé l'ensemble des services, finalement, pour le secteur à but non lucratif au Québec d'abord et maintenant à travers le Canada aujourd'hui. Parmi tes services, tu as répété 2 fois ou 3 fois le mot organisation. As-tu l'impression qu'on prend pour acquis, parce que moi j'ai œuvré sur des conseils d'administration, puis c'est pour ça que je te pose la question, as-tu l'impression qu'on prend pour acquis que ces organismes-là sont organisés versus des entreprises privées qu'on sait qu'on doit s'organiser? Bien, je vous dirais qu'évidemment, depuis 25 ans que BNP existe, depuis près de 30 ans que j'exerce dans le domaine, il y a eu toute une évolution, évidemment, une évolution assez importante, particulièrement au Québec, parce qu'au Québec, on était peut-être un petit peu en retard sur le reste du Canada, particulièrement en termes de financement. Donc, on n'avait pas nécessairement, c'était pas dans nos us et coutumes, beaucoup de demander au Québec. Le tout, c'est beaucoup structuré, c'est beaucoup organisé, c'est beaucoup mieux structuré aujourd'hui, en 2024, que ça l'était au début de BNP, je vous avoue. Fait que c'est sûr que nous aussi, on a dû rehausser, optimiser, améliorer finalement nos services pour répondre aux exigences grandissantes aussi du secteur. Mais oui, le secteur est beaucoup mieux structuré qu'il l'était. Les gens aussi se sont beaucoup professionnalisés auparavant. Donc, c'était souvent des adjoints de direction qui devenaient directeurs ou directrices de fondation. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont un bac, une maîtrise, un MBA et qui sont directeurs, directrices de fondation. Donc, ça aussi, ça c'est la qualité des personnes qui travaillent dans le secteur philanthropique s'est beaucoup améliorée et ça a eu aussi un impact, évidemment, sur la qualité des organisations, évidemment.
Et une meilleure gouvernance aussi, je présume. Une meilleure gouvernance, oui, beaucoup. Et ça là-dessus, c'est sûr que ces dernières années, donc on a deux personnes chez nous qui sont formées au Collège des administrateurs de société parce qu'on voulait justement être en mesure de donner les meilleurs conseils à nos organismes à but non lucratif, puis s'assurer justement qu'on ait les meilleures pratiques donc dans le secteur pour correspondre finalement aux normes d'aujourd'hui. Je vois que dans ton rôle, il y a comme une dualité, c'est-à-dire que tu offres des services à une entreprise qui lève des fonds, donc une entreprise sans but lucratif, et en même temps, tu vas leur, tu vas leur charger des honoraires pour atteindre le but. Donc, il y a une dualité dans ce genre de service-là. C'est quoi ton plus grand défi dans la vente de tes services ou dans comment tu te vends à des entreprises sans but lucratif? Bien, c'est sûr qu'évidemment, il y a un coût à nos services. Donc, c'est sûr que l'organisation doit avoir la plus-value apportée par nos services pour justement choisir éventuellement d'investir. Certains conseils d'administration voient là, évidemment toute dépense négativement et c'est scruté à la loupe. Mais donc, nous, on essaie évidemment de faire évoluer le secteur pour qu'il voit qu'il y a certaines dépenses qui doivent être effectuées pour donc investir dans le développement de l'organisation. Comme toute entreprise a un poste donc de recherche et développement qui est un poste de dépense important. Puis plus une entreprise investit dans la recherche et le développement, plus elle se positionne pour l'avenir comme un leader dans son secteur. Mais c'est un peu la même chose en philanthropie. Donc si on a aucun investissement en recherche et développement, ben à ce moment-là, l'organisation risque de préécliter puis de reculer. Donc investir donc, dans des services comme le nôtre et dans d'autres types de services, dans la technologie, ben, c'est aussi évidemment améliorer l'organisation et sa performance. Et tu n'as pas le choix de donner de la valeur, Ben non, comme toute entreprise. Là. oui, puis effectivement, c'est sûr que ce qui est intéressant, je pense, d'investir dans une firme comme la nôtre, c'est qu'à un moment donné, notre valeur se compte en dollars, donc c'est facilement évaluable. Oui. Alors, on a des objectifs à atteindre, on a des performances à fournir et des livrables à fournir finalement à nos organismes. Donc ça met évidemment une certaine pression sur nous, mais en même temps, ça assure aussi donc des livrables pour notre clientèle. Dans la levée de fonds, c'est facilement mesurable parce qu'on a réussi avec vous à lever tant d'argent. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, de l'aide, de structuration des entreprises, est-ce que là, tu arrives à déterminer des mesurables qui vont être... C'est sûr que c'est moins facile, effectivement, à mesurer. C'est plus des livrables à ce moment-là. Mais en bout de ligne, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de voir au bout, par exemple, si on fait un plan stratégique, sur 3 ans ou sur 5 ans, c'est au bout des 3 ans, au bout des 5 ans, de voir comment l'organisation a performé, comment finalement ses revenus se sont améliorés, comment elle a pu mieux réaliser sa mission, développer ses services, et c'est comme ça qu'on peut le mieux évaluer finalement la progression. Puis, à un moment donné, on avait fait l'exercice avec une fondation, puis au bout de 5 ans, il avait doublé leurs revenus. Fait que pour nous, c'était vraiment une belle carte de visite par la suite, donc auprès des autres organisations, de dire, bien écoutez, si vous planifiez adéquatement finalement vos activités, vous donnez des objectifs, bien éventuellement, pourquoi vous ne pourriez pas doubler vos revenus, comme telle fondation, évidemment, qui l'avait fait dans notre secteur. Quelles sont les qualités que doit avoir un leader comme toi dans le domaine dans lequel tu es? Je pense qu'il y a l'écoute. Je pense que moi, je suis une personne qui est beaucoup à l'écoute. Il y a, bon, parmi les qualités aussi, je pense, c'est l'agilité. Donc, être à l'écoute des besoins de nos clients, puis être en mesure de réagir et d'être agile pour répondre à ces besoins-là. Et il y a quelques fois qu'on est obligé de dire, bien, vous voulez éventuellement tel service, mais en réalité, ce que vous auriez besoin, c'est peut-être tel autre service. Et à ce moment-là, donc, leur offrir... aussi des gens. Oui, effectivement, parce que des fois, il y a des modes. Alors, actuellement, bon, il y a une mode, par exemple, des dons planifiés. Alors, tout le monde veut aller en dons planifiés, mais tout le monde n'est pas prêt à aller éventuellement en dons planifiés. Alors, quelquefois, je suis obligé de dire non. Vous, c'est peut-être pas le produit qu'il vous faut pour développer votre organisation. Vous n'êtes pas rendu là en termes de maturité organisationnelle ou votre marché philanthropique n'est peut-être pas adéquat pour ce type de produit-là. Ce dont tu viens de parler, c'est de la planification stratégique de ONBL, dans le fond. Parce que c'est vraiment de la stratégie, c'est vraiment, vous n'êtes pas prêt, préparez-vous, et là, vous allez pouvoir
atteindre votre objectif. Est-ce Tout à que ça a fait. évolué sur 10 ans, 12 ans? Ben c'est sûr qu'effectivement, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, c'était exclusivement le développement philanthropique qu'on faisait. On a évolué évidemment beaucoup avec les années. Puis aujourd'hui, c'est sûr que ça demeure une portion importante de notre chiffre d'affaires, mais on a quand même diversifié beaucoup nos services, comme effectivement la planification stratégique ou d'autres services, qui représentent aujourd'hui 45% de notre chiffre d'affaires. Donc, finalement, on est passé de 100% du développement philanthropique à 55-60% de notre chiffre d'affaires. Impressionnant. Donc, il y a eu quand même tout un virage. Puis en même temps aussi, ben, c'est un virage qui est bon pour assurer une certaine stabilité, une plus grande stabilité de l'entreprise, parce qu'on fait, quelquefois, la demande en termes de développement philanthropique est moins grande. Lorsqu'arrivent des crises, des situations économiques difficiles, par exemple, souvent on met sur pause le développement et on est plus en consolidation. D'avoir diversifié nos services, ça nous permet à ce moment-là de mettre de l'avant nos autres services durant ces périodes-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour BNP? Parce que je sais que tu es déjà une firme nationale. Quels sont et pourquoi devenir plus grand? C'est un petit peu ça ma question. Parce qu'il y a toujours chez l'entrepreneur le désir de grandir. Puis, quelle est la raison pour laquelle BNP devrait continuer sa croissance, selon toi? Ben, je pense qu'on offre un excellent service pour nos clients. Fait que si on peut servir encore mieux le secteur, si on veut, on peut servir encore davantage d'organisations, ben, je pense que ça va améliorer le secteur. Et les défis, évidemment, qu'on veut relever, c'est d'être davantage présent à l'extérieur du Québec, parce qu'on est vraiment un leader au Québec. Et on veut être un leader aussi ailleurs au Canada. Donc, on a pris une certaine place, mais on n'occupe pas nécessairement la pole position, si je pourrais dire, à l'extérieur du Québec dans tous les marchés. Donc, on veut se positionner davantage là, pour devenir numéro 1 au Canada éventuellement. Est-ce qu'il y aurait des synergies à ce moment-là d'être plus grand? Oui, c'est sûr qu'effectivement, il pourrait y avoir des synergies en termes de spécialisation. Donc, quand on a davantage une plus grande équipe, il est plus facile de spécialiser des personnes dans un secteur, de faire en sorte qu'on ait des gens qui sont véritablement des experts en la matière. C'est sûr qu'actuellement, avec l'envergure de l'entreprise, on commence à avoir des experts dans certains secteurs d'activité, mais on pourrait en avoir davantage en étant plus grand comme organisation. Quels sont les pièges d'un leader, selon toi? Ben, je pense que c'est peut-être de perdre un petit peu l'humilité. Hein? Quelquefois, Ça arrive? Ça peut arriver. C'est pas tellement mon cas. Je suis pas tellement... mais je le vois, évidemment, quelquefois auprès de certains leaders autour de moi. Et à ce moment-là, ça peut entraîner une chute assez rapide, des fois, quand la personne s'enfle trop la tête, si on pourrait dire. Donc, je vous dirais que l'humilité est quand même une qualité importante, je pense, en entrepreneuriat. Parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Quel leader, quel mentor t'inspire? Barack Obama, pour moi, ça a été un leader inspirant. Je pense qu'il a amené quand même une bouffée d'air frais à l'Amérique à son élection. On sent un certain recul peut-être actuellement, mais à l'époque, je pense que c'était un beau leadership finalement pour l'Amérique. D'autre part, il y a aussi Elon Musk. Moi, je pense que ça, c'est tout un leader inspirant parce qu'avec quelquefois peu de moyens, il a réussi à transformer la société. Aujourd'hui, on se promène beaucoup en voiture électrique. C'est beaucoup grâce à Elon Musk qui a poussé, évidemment, cette technologie-là. Les fusées, toutes sortes de projets qu'il a pu réaliser. Encore là, à faible prix, donc un prix 10 fois moindre que souvent que la NASA payait pour d'autres types de fournisseurs, ça fait en sorte finalement que ça fait progresser l'humanité. Puis je me prends à penser quelquefois que, on parle évidemment de changement climatique, les problèmes avec le climat, je me dis peut-être que ça prendrait un Elon Musk qui prenne le taureau par les cornes puis qui réussissent justement à asseoir toutes les parties pour véritablement avoir des actions solides pour y arriver. Donc, à mon point de vue, c'est deux leaders inspirants à ce niveau-là. Ouais. Obama pour le leadership. L'humanisme, oui. Humaniste, oui. OK, le côté humain, puis Elon Musk pour l'innovation. Pour l'innovation, définitivement, oui. Okay. Toi qui es avocat, Christian, est-ce que c'est facile pour toi de prendre des décisions? Oui, mais pas toujours. Je pèse beaucoup quand même le pour et les contre des différentes décisions que je prends. J'écoute aussi, donc je suis quelqu'un beaucoup à l'écoute. Je consulte. Mais quand j'ai fait le tour, je suis capable de prendre une décision et de vivre avec, oui. Puis une fois c'est pris, c'est fini là.
Une fois que c'est pris, ben on assume nos décisions. Ouais. Ça fait partie du leadership aussi. Il faut être capable d'assumer les décisions, puis ben, ça ne veut pas dire de ne pas corriger la situation en cours de route éventuellement. Ça peut arriver, mais On peut s'ajuster. on peut s'ajuster, oui. Quelle qualité est la plus importante pour un membre de ton équipe? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes chez les membres de ton équipe qui est primordial? Ben c'est sûr que moi, j'aime bien avoir quelqu'un justement qui est à l'écoute parce que je veux que les gens comprennent les défis de nos clients. Donc, il faut être à l'écoute. Et il faut être aussi agile, être capable de réagir éventuellement, puis d'adapter nos outils, nos façons de faire à la situation de notre client. Puis à ce moment-là, bien, de ne pas toujours avoir une formule toute faite et du copier-coller. Il faut être en mesure, évidemment, là, de pouvoir s'adapter à la situation finalement là, de notre client, puis d'adapter nos stratégies en conséquence. Écoute et agilité. Écoute et agilité, oui. Qu'est-ce que tu retires de ton groupe tech? Ben, en fait, ce que je retire le plus, je pense, c'est le partage. Le partage qu'on peut avoir entre nous sur des sujets, évidemment, qui sont souvent communs, parce que bien qu'on a des entreprises excessivement différentes les uns des autres, il en demeure pas moins qu'on a beaucoup de dénominateurs communs, que ce soit la gestion des ressources humaines, que ce soit la gestion des ressources financières, que ce soit notre vie personnelle, donc l'équilibre qu'on doit avoir aussi entre le travail et puis la vie personnelle et donc notre bien-être, ben, c'est toutes des choses finalement qui se recoupent d'un entrepreneur à l'autre. Et donc, c'est un partage qui, à mon point de vue, est riche là, entre nous. Puis c'est surtout, je pense, que la valeur qui ressort le plus, et puis de mon expérience finalement chez Tech. Tu as parlé d'équilibre. Est-ce qu'un entrepreneur peut être équilibré? Oh, ben, écoutez, moi, je dirais qu'on a chacun son équilibre. Il y a des entrepreneurs dans notre groupe, par exemple, qui vont travailler 15 heures semaine, ils vont se sentir équilibrés. Il y en a d'autres qui vont être plus à 70 heures semaine, c'est plus mon cas. Et j'essaie de garder un certain équilibre à travers ça. Mais c'est un équilibre qui peut varier, évidemment, de chacun. L'important, je pense, c'est d'être heureux, puis de réaliser son plein potentiel, puis de permettre à l'entreprise aussi de réaliser son plein potentiel. Je pense que si on réussit sur ces deux plans-là, bien, on réussit quand même assez bien. Puis évidemment, au niveau de notre vie personnelle aussi. Qu'est-ce qui te reste à accomplir, Christian? Qu'est-ce qui me reste à accomplir? Bien, en fait, c'est sûr que j'ai toujours plein de projets. Alors, j'ai encore plein de rêves à réaliser. Que ce soit comme PDG de l'entreprise, mais aussi ça peut être ailleurs également. Donc, j'ai plein de rêves encore que je veux réaliser, puis que j'ai l'intention de les réaliser dans les prochaines années. Es-tu quelqu'un qui fait une checklist ou qui fait des listes de, exemple, j'ai ça à réaliser, j'aimerais réaliser ça avant telle date? Est-ce que tu écris tes objectifs? Non, je les écris pas, mais je les ai dans la tête, oui. C'est clair pour toi? C'est clair pour moi, oui. Merci beaucoup, Christian. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir, Merci. Ça fait plaisir.